Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour refaire un débrief cyclisme pour parler de la Flèche Wallonne 2020. Première classique ardennaise de l'année. Et oui, normalement on commence par l'Amstel et ensuite on va à la Flèche Wallonne pour finir à Liège-Bastogne-Liège. Cette année on a un petit peu inversé les choses. On ne sait même pas si on ira du côté de l'Amstel Gold Race parce qu'il faut savoir que les règles sanitaires aux Pays-Bas ont changé drastiquement. Il y a même le Big Bang Tour, je sais plus, enfin l'ancien Tour du Benelux, il a changé tellement de fois de nom, qui a un parcours bien modifié. Je ne sais même pas s'il va se finir pour le moment, parce qu'il est mercredi 16h40, la course vient d'arriver, elle est arrivée il y a 10 minutes. Et on va faire le débrief tout de suite de cette course, résumé un petit peu de cette classique qui, moi je l'aime bien. Même si, il faut le dire, c'est souvent un sprint en haut du mur de Huy. C'est vrai que c'est une course que vous pouvez regarder simplement à 30 ou 25 bornes de l'arrivée. Ça fera pas énormément de différence. Sauf cette année, parce qu'il s'est quand même passé des choses. C'était très ouvert en plus au niveau de la start list, parce qu'on n'avait pas Julien Lafilippe, il n'y avait pas Valverde. Il y avait quelques ténors qui manquaient. Et c'est vrai que ça rendait la course très ouverte au final, avec forcément un vainqueur inédit pour cette classique. Et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Alors en résumé, on a eu une échappée de 4 coureurs qui est partie très tôt. Il n'y a pas eu une grosse bagarre pour l'échappée comme souvent. Elle était composée de Maury Van Sevenant de la Deceuninck Quick-Step qui avait remplacé... je crois que c'est lui qui a remplacé Julien Lafilippe, Aaron Van Poek, Matij Pahachen et Marlon Gaillard de l'équipe Total Direct Energy. Cette échappée qui prendra énormément d'avance, quasiment 9 minutes à un moment. Le peloton ensuite qui commencera à rouler. On va avoir un contre à 70 bornes de l'arrivée, mais qui ne rentrera jamais, qui sera toujours en chasse-patate avec Alexandre Demarchi et Ide Schelling de la Bora, mais qui n'arrivera jamais à rentrer. Un contre un petit peu stupide parce qu'il y avait un écart encore de plus de 4 minutes quand ils ont commencé à attaquer les deux. On n'a pas vraiment compris pourquoi, très clairement. Et puis dans le final, Uran a tenté comme Rui Costa, mais ça s'est dirigé vers un sprint dans cette côte de Huy, le kilomètre le plus dur de l'année. C'était ça à une époque. La Flèche Wallonne, c'est un peu moins le cas aujourd'hui quand on connaît l'Angliru, le col de la Lose également. Puis Marie, il y a des difficultés qui sont un peu plus difficiles, mais ça reste une côte très difficile. Et ce qui fait que comme c'est une côte difficile, on sait que c'est dans cette difficulté que va se faire la différence, et donc il n'y a pas vraiment besoin d'attaquer avant, de durcir la course avant. Et donc à ce petit jeu-là, c'est notre ami Marc Hirschi, le Suisse, qui s'est imposé devant Cosnefroy et Michael Wood. Et on va voir tout de suite les Français au top. Et aujourd'hui, ce sont des Français qui sont au top. On commence avec Benoît Cosnefroy, la G2R en général, même sans parler que de Benoît Cosnefroy, qui a fait un gros travail, surtout dans la dernière boucle. On les a beaucoup vus. Michael Cherel, par exemple, a roulé. On a vu également Alexis Huillarmoz lors de l'avant-dernière montée dans le mur de Huy, qui a également tenté de partir dans un coup. Ils ont été très présents. Les AG2R, beaucoup plus que d'habitude sur une classique. C'est vrai que ça fait un peu partie des équipes qu'on voit quand même pas souvent aux avant-postes toute l'année parce qu'ils n'ont pas un grand sprinter. Ils ont Cosnefroy qui est un bon puncher, mais il y a mieux que lui aujourd'hui, il faut le dire. Et puis ils n'ont pas un très grand sprinter. Venturini, c'est pas non plus le meilleur sprinter au monde. Donc c'est une équipe qu'on voit rarement prendre en main les courses. Et là, ils ont pris un moment en main la course quand la Sunweb avait plus trop de monde ou que la Sunweb ne voulait pas trop rouler. Et ensuite, Cosnefroy, physiquement, il a tenu le choc, il a pris la bonne roue, parce qu'il y a une question de placement également au mur de Huy. Le mur de Huy, c'est très étroit, donc il faut vraiment être placé dans les premiers. Sinon, vous pouvez pas faire votre effort. Et c'est vrai que je trouve que Cosnefroy a vraiment réalisé une très très belle journée. Je noterai également la très belle 4e place de Warren Barguil. Qui en plus n'était pas très très bien placé, lui, dans le mur de Huy, au début du mur de Huy. Il a fallu que certains coureurs s'écartent pour qu'ils puissent remonter. Il fait quand même un gros effort à un moment pour remonter dans la roue de Kwiatkowski, je crois. Et puis il finit fort
Warren Barguil, mais il part avec un petit temps de retard, ce qui fait la différence sur ce type d'arrivée. C'est dommage ce petit temps de retard parce qu'il finit très très fort. Je pense que c'est même le coureur qui fait les derniers 150 mètres les plus rapides, mais il est parti avec un temps de retard et c'est un petit peu dommageable pour lui, mais encore une belle course de Warren Barguil. Warren Barguil qui pourrait peut-être réfléchir à être plus présent sur les classiques belges parce que les Ardennaises, on sait qu'il a une qualité de punch. Warren Barguil, c'est un coureur, quand il est champion de France, il gagne au sprint. Il a battu au sprint des mecs comme Contador. C'est le meilleur sprinter grimpeur. C'est le meilleur grimpeur, c'est le meilleur des sprinters chez les grimpeurs. C'est lui qui a le plus de vitesse. Et donc, sur des arrivées comme ça très difficiles, ou même sur Liège-Bastogne-Liège, je pense qu'il serait en capacité de pouvoir dynamiter la course. Et qu'aujourd'hui, dans sa tête, je pense, dans son esprit, il y va pas assez sur ces courses-là. Il s'y donne pas assez à fond. Et c'est bien les grands tours, mais il y a aussi d'autres courses dans la saison, et remporter un Liège-Bastogne-Liège, remporter une Flèche Wallonne, ça compte également dans le palmarès, et il faudrait peut-être y réfléchir aujourd'hui, Warren Barguil. Et puis je termine avec Valentin Madouas qui rate le top 10 de pas grand-chose, mais qui fait également une belle montée. Puis j'ai oublié le petit Clément, je devais en parler en parlant de Benoît Cosnefroy, le petit Clément Champoussin qui finit 24e également, très très belle journée pour ce jeune Français qui finit qu'à 18 secondes, hein. Donc vraiment beau travail de la part de Clément Champoussin. Il finit même devant Alexis Huillarmoz. Donc voilà, il faudra compter sur lui peut-être dans les années à venir. C'est un jeune Français encore assez méconnu. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je vais commencer avec le vainqueur du jour, Marc Hirschi. Quel palmarès pour Marc Hirschi, une victoire d'étape sur le Tour de France, la Flèche Wallonne, troisième de ses premiers championnats du monde élite. Et en plus, la manière dont il a remporté cette Flèche Wallonne est assez incroyable parce que la Sunweb, on les a un peu vus, mais c'est pas l'équipe quand même qu'on a le... Enfin, ils ont roulé en début de journée. Après, sur le circuit final, c'est pas l'équipe qu'on a le plus eu, hein. Il y a d'autres équipes qui ont fait également un gros travail, comme le team UAE par exemple, le team Emirates, où la CCC à un moment, j'ai vu 2-3 hommes rouler, à G2R également, et Marc Hirschi a été très fort. Il fait une très très belle montée, en étant bien emmené, il faut le dire également, dans le mur de Huy, dans le final. Il est très bien placé par ses équipiers. Mais Marc Hirschi, c'est surtout la manière dont il a gagné la course, parce que j'ai l'impression, c'est mon impression, hein, qu'il s'est pas donné à fond pour gagner la Flèche Wallonne cette année. Qu'il avait une marge sur tous ses adversaires, sur Cosnefroy, sur Michael Woods, sur Warren Barguil, parce qu'il finit la course. Julien Lafilippe, quand il finit la Flèche Wallonne face à Fuglsang, il est cramasse. Valverde aussi, quand il doit battre Julien Lafilippe, il était très essoufflé. Lui, il finit, je dirais pas tranquille, mais pas loin. Il a pas mis énormément de temps pour s'en remettre. Alors certains diront c'est le dopage. Je le vois tout de suite dans les commentaires. Moi je trouve que non, c'est juste qu'il ne s'est pas vraiment énormément employé, c'est-à-dire qu'il a eu vraiment la course à sa main. Il n'a pas fait d'efforts super... Dans le final, vous voyez, ça se fait naturellement, on va dire. C'est lui qui gagne naturellement. Et je pense qu'il a même failli se faire avoir par Cosnefroy qui revient un peu sur la fin, mais il n'a pas vraiment coincé quand vous regardez son sprint. Il a juste fait la différence sans faire trop d'efforts. Et ça, je trouve, c'est assez fort de la part de Marc Hirschi. Deuxième coureur au top, c'est Dan Martin. Pourquoi le coureur d'Israel Startup Nation? Parce que Dan Martin, c'est pas forcément la classique préférée. La Flèche Wallonne, il a jamais eu des très très bons résultats. C'est peut-être même son meilleur résultat sur la Flèche Wallonne. Dan Martin, je vais regarder ça tout de suite. Mais Dan Martin, c'est très intéressant de le voir à ce niveau-là sur la Flèche Wallonne. Déjà parce que sur le Tour de France, on l'a peu vu, on l'attendait quand même à l'attaque. Et il a été une fois dans une échappée et ça a été l'un des premiers coureurs lâchés, je sais plus c'était quelle étape. Mais surtout, du côté de Dan Martin, c'est que sur les classiques, ces dernières années, on l'avait quand même très peu vu. Il nous avait énormément déçus. Il avait très bien commencé dans sa début de carrière, il a des très très bons résultats sur toutes les classiques. Et puis après, c'était un petit peu compliqué. Et là, du côté de Dan Martin, j'ai trouvé qu'il a été vraiment très très fort, qu'il a été
très très bien placé également par ses coéquipiers, mais c'est très intéressant de le voir à ce niveau-là. Lui qui, je rappelle, avait remporté par exemple le Tour de Lombardie en 2014. Si, il avait fini deuxième de la Flèche Wallonne, pardon, mais c'était en 2014 déjà pour Dan Martin. C'est intéressant aujourd'hui d'un coureur comme ça parce qu'on sait que sur Liège-Bastogne-Liège, il va être très très fort et il va pouvoir déplacer ses capacités et montrer qu'il est au top. Et puis je finis avec le dernier coureur au top, c'est notre ami Mauri Van Zevenant. Qui a été devant pendant quasiment toute la journée, repris à 3 km de l'arrivée. Il a réussi à rester devant malgré une chute. Il a été juste incroyable, Van Zevenant. Certains pourraient le comparer. Il me fait un peu penser à Richard Virenque, mais il fait surtout penser aux coureurs dans les années 80-90, cette génération de coureurs qui donnaient tellement tout sur le vélo. Ça me faisait penser je réfléchissais à ça, au vieux reportage que faisait Jean-Paul Olivier avant les étapes du Tour de France. Pour ça, faut avoir vu les Tours de France avant les années, je pense, 2010. C'est vers 2005-2006, c'était les miroirs du Tour. Et avec la manière de rouler des coureurs là qui étaient avachis, ça bougeait dans tous les sens, ça appuyait extrêmement fort. Et quand je le voyais sur son vélo, ça m'a fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a été très très fort parce que réussir à rester devant sur la Flèche Wallonne après 2 passages dans le mur de Huy, il a passé quand même toutes les côtes devant. Il a dynamité la course, c'est quand même 200 bornes. Chapeau. Pour un mec qui devait pas faire cette course-là, encore une fois, chapeau. Il a montré qu'il avait un vrai gros potentiel. Est-ce qu'on le reverra sur les classiques? Je ne sais pas, mais moi j'ai envie de revoir ce coureur parce que je ne connaissais pas Mauri Van Zevenant et moi il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et puis je vais finir avec les bonnets d'âne tout de suite. On va aller assez vite du côté des bonnets d'âne. Moi j'ai mis Tom Dumoulin qui a été lâché très très loin de l'arrivée. Mais qui était de toute manière pas dedans. Et s'il veut gagner la Liège-Bastogne-Liège, il va falloir quand même qu'il remette un petit peu du gaz parce que sinon ça va être compliqué. Puis deuxième coureur qui m'a un petit peu déçu, c'est Simon Geschke, simplement 10e, alors qu'il manquait quand même, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pas mal de ténors. Normalement, il aurait dû être un peu mieux, le coureur de la CCC, et c'est un petit peu décevant pour lui, je trouve. Je vais finir par vous donner le résultat de la course féminine. Alors je n'ai pas vu parce que j'ai pris le direct, il était 15h. On était à 60 bornes de l'arrivée quand j'ai pris le direct de la course masculine. Je sais que normalement ils devaient faire un résumé de la course féminine. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. J'ai raté la première demi-heure du direct, donc je peux pas vous le dire. Mais juste pour vous signaler que c'est Anna van der Breggen qui a gagné la course pour la 6e fois, ce qui est assez exceptionnel, devant Cécile Ludwig et Demi Vollering. Denian fait 4, Borghini fait 5. Marianne Vos toujours là fait 9, juste devant Nevia Doma. Et puis la première française, c'est Juliette Labou, 22e. Sandra Lévenet est 26e. Pour la deuxième française, Audrey Cordon-Rabon, est 37e. Elle a fait un énorme travail comme souvent en tant qu'équipière, certainement. Et puis on retrouve toutes les... Alors Chantal Black est un petit peu décevante, simplement 21e. Oh, tiens, la lumière a clignoté. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Mais voilà, ça a été encore une course où ça s'est joué, je pense, au sprint du côté du mur de Huy de cette course féminine qui se déroulait le matin. C'est un peu toujours le problème de ces courses, même féminines, qui se déroulent le matin et la course masculine l'après-midi, parce que pour les voir, c'est très complexe. Moi, j'aime... Voilà, ça me fait... La veille, c'est plus simple. Vous voyez, la veille à 14h, vous avez une course féminine et le lendemain, la course masculine. C'est plus simple que là, cette situation-là. Mais voilà, 6e victoire pour Anna van der Breggen. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. La présentation du Giro arrive très vite. On fera... Alors, le débrief de Liège-Bastogne-Liège, je sens, va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir certainement que je regarde Liège-Bastogne-Liège et le Giro peut-être en même temps. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Ça va être peut-être un peu compliqué, très clairement, pour vous dire, pour faire les deux. Je vais essayer. Et puis je passerai d'une chaîne à l'autre. Moi j'ai pas une télé qui fait le double écran. Je sais qu'il y a des télés qui font ça, mais moi j'en ai pas une qui fait ça. Mais on verra comment on fera. Sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous on se retrouve donc pour
très vite pour la présentation du Giro 2020. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.